Celle qui va s'adresser à vous maintenant Merveilleux. n'y est pas allée avec le dos de la cuillère l'été dernier pour qualifier le récent plan quinquennal de lutte à la pauvreté déposé par le gouvernement du Québec. Je la cite, « Occasion ratée ». C'est vraiment une claque au visage au niveau de nos revendications qui n'ont absolument pas été entendues. Voici Rosalie Dupont, coordonnatrice de la table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie. Merci. Faut pas trop que j'y touche. Parfait. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Rosalie Dupont. En fait, je suis co-coordonnatrice de la TACA, donc la table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie. On est un regroupement d'organismes communautaires de tous horizons dans la région de l'Estrie. On a un travail de sensibilisation, éducation populaire autonome, mobilisation, puis action politique. On regroupe là au total une quarantaine de membres dans ma région, autant des sous-populaires, des organismes en hébergement, des groupes en défense collective des droits, donc, dont la CEF fait partie. C'est ça, notre... merci pour le temps. Merveilleux. Alors, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. En fait, moi, je viens vous parler un peu là, de la lutte à la pauvreté en temps de crise. La pauvreté est une crise constante pour les gens qui la vivent. Ça, je pense que vous êtes les premiers, les premières à savoir ça. Dans les dernières années, on a vu une montée de la crise du logement, de l'itinérance, crise sociale, crise climatique. Les crises se sont multipliées et malheureusement, effectivement, comme ça a été introduit au départ, en plus de toutes les mesures qui viennent d'être nommées, là, qui étaient vraiment en réaction à la crise, on a aussi eu d'autres mesures qui auraient pu être adoptées par nos gouvernements et qui ne l'ont pas été. Et là, ma petite bébelle à piton, est-ce que c'est ça? Mm-hmm. Non, j'ai fermé ma chose. Fallait juste passer plus fort. Parfait. Je vous introduis ça avec « Tendre vers un Québec sans pauvreté ». En fait, c'est une phrase qui provient de la loi 112, qui est la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Loi qui a été adoptée en 2002 à l'unanimité à notre Assemblée nationale. À une époque, en fait, je vois des visages là, dans la salle, ça n'a pas été une adoption qui venait nécessairement de l'Assemblée nationale, ça a été un résultat d'une mobilisation des groupes communautaires, entre autres, qui se sont beaucoup mobilisés pour dire, écoute, là, on en a assez de lutter à la pièce dans nos différents programmes, entre autres au niveau du programme d'assistance sociale, et on a besoin d'avoir une loi chapeau qui vient finalement orienter toutes les actions de notre gouvernement. Cette loi-là est importante. De un, je trouve ça vraiment important de rappeler qu'elle est le produit d'une lutte du milieu communautaire. Je voulais aussi là, vous en parler parce que c'est cette loi-là qui nous donne les plans de lutte à la pauvreté. Donc, cette loi-là oblige le gouvernement provincial à nous donner des plans de lutte à la pauvreté, techniquement aux 4 ans. Habituellement, c'est plus 5, 6, 7, dépendamment là, des contextes. Mais on va y revenir tout à l'heure. Là, on a eu un 4e plan de lutte à la pauvreté qui a été déposé en juin 2024. Donc, pile poil là, au cœur de la crise inflationniste. Et on y va y revenir tout à l'heure. Des concepts que je voulais mettre sur la table avant de commencer. Selon notre analyse, en fait, les politiques publiques de lutte contre la pauvreté s'orientent beaucoup dans cette dichotomie-là, qui est la dichotomie du bon pauvre, mauvais pauvre. Donc, les pauvres qui sont des pauvres méritants, qui vont recevoir de l'aide. Par exemple, dans le temps d'une pandémie mondiale, les travailleurs, travailleuses qui ont perdu leur emploi. Donc, on va mettre sur pied des programmes comme par exemple la PCU, versus des personnes pauvres qui sont non méritantes et où là, on va vraiment adopter une stratégie qui est beaucoup plus punitive. Donc, on va vraiment considérer que leur pauvreté est le résultante d'un manque de capacité de leur part ou d'un manque de motivation, de mise en action. Et c'est beaucoup ça qu'on va voir là, dans les politiques gouvernementales qui ont été adoptées dans les dernières années. Pour vous donner l'exemple le plus simple à comprendre pour illustrer ça, notre système d'aide sociale. Notre système d'aide sociale est basé en fonction de catégories à l'aide sociale. Les personnes qu'on considère comme ayant des contraintes à l'emploi, des bons pauvres qui, malgré tous leurs efforts, seraient incapables de trouver un emploi sur notre marché du travail et à qui on va offrir
et là, je mets en gros guillemets, un chèque légèrement plus gros que celui qu'on offre aux autres personnes à qui on ne reconnaît pas de contrainte à l'emploi, et pour elles, ben là, on se permet de couper le chèque, de leur donner des mesures d'employabilité obligatoires, puis s'ils ne participent pas bien, on va aller les couper sur leur chèque. Fait qu'on est vraiment plus dans le punitif au niveau des personnes qu'on considère comme étant des mauvais pauvres. Fait que ça, c'est important parce que ça va vraiment revenir. On le voit dans notre système d'aide sociale, mais on le voit aussi dans la façon dont les programmes vont être financés. On a beaucoup plus de facilité, là, on le voit beaucoup, le gouvernement, présentement, le fait beaucoup, là, mais les espèces de sujets à la carte, là. Fait que là, tout d'un coup, on va sortir de l'argent, jamais suffisant, mais pour les banques alimentaires, pour les centres d'hébergement, mais jamais on va voir d'annonces, par exemple, pour les personnes qui sortent d'un établissement carcéral. C'est très rare qu'on va mettre des mesures en place pour des personnes qui ont des enjeux au niveau de leur consommation et qui sont en situation d'itinérance. Fait que ça vient, encore une fois, illustrer un peu cette perception-là des gens qui méritent de recevoir de l'aide et des gens qui ne méritent pas de recevoir de l'aide. Contrôle et gestion. Là, je l'ai écrit ici, éliminer la pauvreté ou la gérer. Donc, clairement, encore une fois, nos gouvernements sont beaucoup plus dans la gestion de la pauvreté plutôt que dans cette idée-là qu'on devrait travailler à éliminer la pauvreté. Bon, premièrement, on en parlait là, beaucoup ce matin, la question de l'aide alimentaire. Aide alimentaire, on donne de l'argent, c'est de l'argent non récurrent qui ne permettra pas de régler le problème, qui fait que les organismes sont constamment en train de retourner demander des fonds supplémentaires et ce n'est pas une solution pour répondre en fait à la dignité des gens qui reçoivent cette aide-là. Ou encore, un autre exemple, en fait, le budget de nos services de police a augmenté plus rapidement dans les dernières décennies que la majorité de nos autres programmes sociaux. Donc, on est beaucoup dans la gestion, le contrôle de la pauvreté, plutôt que de viser son élimination, juste de la façon dont on investit là, nos sous dans nos programmes publics. Plan de lutte à la pauvreté. Alors, c'est ce qui a été dévoilé en juin 2024. Il y avait plus qu'un an de retard dans ce plan de lutte-là. Je vous ai mis ici l'investissement des 4 derniers plans de lutte à la pauvreté en dollars constants de 2024. Donc, on voit que nos 3 premiers plans de lutte avaient quand même eu des sommes substantiellement plus élevées d'impliqués dans les réalisations de ces différents plans de lutte-là, alors que notre dernier, il est juste ici, là, à 500 millions de dollars. C'est la première fois qu'on a un plan de lutte qui avait aussi peu d'envergure en termes d'investissement. Important de noter, dans ce 550 millions-là, il y a 2 mesures sur les 70 du plan de lutte qui concernaient 57% des fonds. Donc, 57% de ce 750 millions-là allaient dans 2 de ces mesures-là, qui étaient les Alliances pour la solidarité, qui étaient juste un renouvellement du financement régional. Donc, on distribue de l'argent aux régions pour mettre sur pied localement des projets de lutte contre la pauvreté. Et un investissement aussi dans le transport adapté, qui avait d'ailleurs déjà été annoncé dans le budget qui avait été annoncé en mars précédent. Fait que c'était même pas comme une nouvelle, c'était juste de l'argent qui a été remis dans le plan de lutte à la pauvreté. Fait qu'il y avait quand même, là, c'est ça, presque 60% de ces 750 millions-là est allé dans ces 2 mesures-là qui n'étaient absolument pas des surprises et qu'on s'attendait déjà à voir revenir. Au niveau de ce à quoi on aurait pu s'attendre en termes de plan de lutte à la pauvreté, des fois, c'est pas clair. Hein? Quand on ne travaille pas directement en lutte à la pauvreté, on sait moins. Qu'est-ce que ça pourrait nous donner concrètement un plan de lutte à la pauvreté? Alors, je vous ai mis ici les mesures fortes des 4 premiers plans de lutte. Donc, en premier, on a eu l'allocation famille. On en a parlé aussi ce matin. C'est une des mesures là, qui a permis de sortir un très, très grand nombre de familles de la pauvreté. Ça a été majeur. C'est encore un programme social qu'on a au Québec. Et c'est encore un programme social sur lequel, en fait, et qui sort beaucoup, beaucoup de familles de la pauvreté. Plan de lutte numéro 2, on a vu l'apparition du crédit d'impôt pour solidarité, que vous connaissez, qui est quand même une mesure de soutien aux revenus qui est importante pour les personnes en situation de pauvreté et qui est souvent, en fait, même une de nos revendications de dire, bien, plutôt que de faire un chèque à tout le monde, passe donc par ton crédit d'impôt pour solidarité, bonifie-le, ça va être plus facile de cibler les bonnes personnes. Plan de lutte numéro 3, ça a été l'apparition du programme de revenu de base, qui est un nouveau programme qui s'adresse
aux personnes pauvres méritantes, hein, dont on parlait tout à l'heure, les personnes qui ont une contrainte sévère à l'emploi depuis plus de 5 ans ont eu droit à un nouveau programme d'aide sociale bonifié, un petit peu moins ordinaire, malgré tout très imparfait, mais ça a quand même été une avancée au niveau de beaucoup des revendications qui étaient portées par les groupes des groupes de défense des droits des personnes assistées sociales. Ça a été quand même assez majeur. Je tiens à mentionner que le milieu communautaire pour ces 3 plans de lutte-là était vraiment pas content à chaque fois qu'ils sont partis et qu'on a toujours dit que ce n'était pas un plan de lutte à la pauvreté et que ça n'allait pas aussi loin. Le triste morceau, c'est le plan de lutte numéro 4, où il n'y a eu aucune mesure forte. On n'aura rien du tout pour se rappeler de ce plan de lutte-là numéro 4 qui passe complètement à côté de la marque. Là, il n'y a vraiment rien de notable, rien d'important qui s'est passé dans le plan de lutte numéro 4. Donc voilà, la seule avantage là, de ce plan de lutte-là, malheureusement, c'est de nous faire parler en positif des 3 plans de lutte précédents. C'est pas mal la seule chose là, qu'il a réussi à faire. Alors ça, c'était pour le plan de lutte à la pauvreté. En fait, là, c'est ça, c'est quand même une occasion manquée parce qu'on en reçoit un aux 5 ans. Fait que le prochain sera fort probablement pas avant 2030, mettons qu'on est optimiste. Puis c'est quand même, c'est ça, c'est assez majeur les gains qu'on pourrait faire dans le cadre d'un plan de lutte à la pauvreté. On arrive à l'aide sociale. On en parlait tout à l'heure. Bon, au niveau des revenus des personnes assistées sociales, j'ai fait le calcul tout à l'heure là, par rapport au montant ne serait-ce que le logement dans les dépenses, ça donnait un loyer à 538 $ mensuellement pour une personne. Pour la mesure du panier de consommation. La mesure du panier de consommation, c'est grosso modo un gros panier dans lequel on met toutes les choses qui sont essentielles à la survie. Survie, un loyer à 538 $ par mois. Je ne sais pas où ils l'ont trouvé, ce merveilleux loyer, mais on n'a vraiment pas beaucoup de lousse. Ça calcule genre les millilitres d'huile que tu as le droit d'utiliser dans ton mois, puis le nombre de paires de bas que tu vas t'acheter dans ton année. C'est vraiment le strict minimum pour la survie. On parle vraiment on parle même pas d'extra en fait, on parle de vraiment un contrôle pur et simple. Pas d'aliments préparés. Il faut tout faire à la main. Vous faites vos desserts avec du sucre, des œufs, du lait, puis de la farine. Vous pouvez absolument rien acheter qui est déjà préparé avec le montant qui est réservé pour la mesure du panier de consommation. Donc, c'est vraiment le strict minimum. Pour les personnes à l'aide sociale, présentement, une personne qui est considérée comme étant sans contrainte à l'emploi, donc les pauvres non méritants, se retrouve avec à peine 46 % de cette mesure-là du panier de consommation. Donc, 46 % de notre 538 $ par mois pour être capable de payer son logement. Donc, on parle quand même de pauvreté qui est extrême dans le cadre du programme d'aide sociale. Je vous disais qu'il y avait eu des grosses avancées au niveau du programme de revenus de base. Oui, mais le programme de revenus de base était un peu l'espèce de... Il se targuait d'être le programme qui allait atteindre la mesure du panier de consommation pour les personnes qui en avaient le plus besoin. Présentement, on est à 87 % de la mesure du panier de consommation qui est couverte par le programme de revenus de base. Donc, ça passe complètement à côté de la cible. Dans notre plan de lutte numéro 3, on avait la cible gouvernementale, qui s'était adopté ça pour lui-même, de monter ce 46 % à 55 % et de monter le revenu de base, les gens qui recevaient le revenu de base, à 100 % de la mesure du panier de consommation. Ça, c'était dans le plan de lutte numéro 3, qui date de 2017. Depuis ce temps, les personnes qui sont prestataires d'aide sociale se sont éloignées encore plus de ce 55 % et cette cible-là ne revient plus. Elle n'est pas revenue dans le plan de lutte numéro 4, fait que ce que le gouvernement du Québec a fait, c'est on va adopter une cible, on va prendre aucune mesure pour être capable de finir par arriver à atteindre notre cible et on ne va pas réadopter notre cible, on va juste oublier qu'on avait décidé que ça ferait partie de nos cibles d'amélioration du revenu. Donc, nous, c'est vraiment quelque chose là, dans lequel on a vraiment été déçus de ne pas voir ça revenir avec des méthodes pour y arriver. J'y reviens quand même parce que c'est quand même important. J'ai-tu le temps? La mesure du panier de consommation, nous, on n'appelle pas ça une mesure de sortie de pauvreté parce qu'on trouve que ce n'est pas une mesure de sortie de pauvreté, c'est une mesure de couverture des besoins de base. Donc, je trouve ça important de faire la différence parce que c'est pas vrai que tu arrives avec la mesure du panier de consommation, avec ton 538 $ de loyer mensuel et que tu sors de la pauvreté. Donc, pour nous, c'est vraiment important, le libellé, de dire mais c'est une mesure de couverture des besoins de base.
pur et simple, c'est le minimum dont on a besoin pour survivre. Ça ne te sort pas de la pauvreté. Puis on trouve que ça peut permettre de ramener un peu cette question-là. Ce qu'on défend aussi, c'est que c'est un choix politique. On en a parlé un petit peu ce matin, mais quand tu adoptes tout d'un coup une mesure de sortie de pauvreté qui est la plus basse possible, bien, tu viens magiquement de sortir plein de monde de la pauvreté dans tes stats, puis tu n'as rien eu besoin de faire. Fait que c'est vraiment la mesure de lutte contre la pauvreté la plus économique et la plus simple. Fait qu'on décrit beaucoup ça, là, ça n'aurait jamais dû être adopté, ni par le fédéral, ni par le provincial, comme une mesure de sortie de pauvreté officielle. Rapidement. Réforme de l'aide sociale, ça faisait 20 ans qu'on attendait une réforme de l'aide sociale. Je la passerai pas là, au complet, mais je voulais quand même revenir sur un concept qui était vraiment central dans cette réforme-là, qui était le concept de la réforme autofinancée. Donc, ce que la ministre était très, très fière de dire, là, c'est que, bon, premièrement, sa réforme passe par le travail. Hein? Donc, la sortie de pauvreté, ça passe par un retour sur le marché du travail, alors qu'on sait qu'il y a une personne sur 5 qui fréquente les banques alimentaires qui est une personne travailleuse. Pour nous, déjà, il y avait un enjeu au niveau du réalisme de cette vision-là de la ministre, mais toute la réforme de l'aide sociale vise à sortir les gens le plus rapidement possible de l'aide sociale. Et le concept d'autofinancer, c'est un peu de dire, ben écoutez, on ne voulait pas mettre plus d'argent dans notre système d'aide sociale, donc les maigres avancées qu'on a faites en termes d'accessibilité au programme, il y a eu quelques éléments là, qui étaient quand même intéressants au niveau de l'accessibilité des gens au programme, ben c'est d'autres personnes qui sont prestataires de l'aide sociale qui le financent. Et là où le bas blesse, en fait, c'est qu'ils ont changé contrainte à l'emploi pour contrainte de santé au niveau des contraintes temporaires. Il y a 84% des gens qui recevaient des contraintes temporaires à l'aide sociale qui étaient des personnes de 58 ans et plus ou qui étaient des parents monoparentaux avec un enfant de moins de 5 ans. Ce ne sont pas des contraintes de santé, ce sont des contraintes au travail. En changeant simplement le libellé, de dire on passe de contraintes de travail à contraintes de santé, on vient de faire sauter la contrainte temporaire pour 84% des gens qui la reçoivent, et c'est là que le gouvernement est allé financer l'entièreté de sa réforme. Donc, réforme autofinancée sur le dos des prestataires d'aide sociale qui sont déjà les personnes les plus vulnérables. L'argumentaire en arrière de ça, ben en fait, le marché du travail est en pleine ébullition, on manque de monde partout, et donc les gens n'ont qu'à se lever et aller se chercher un travail parce que s'ils étaient sur l'aide sociale, malgré leur âge, malgré leur situation familiale, ben c'est parce qu'elles ne voulaient pas suffisamment les travailler, alors coupons-leur leur subvention supplémentaire, leur contraintes temporaires, et ces personnes-là vont se remettre en action et retourner sur le marché du travail. J'ai mentionné ici préjugés politiques publiques. Je trouvais ça quand même important de le mentionner. Les préjugés ont alimenté nos politiques publiques dans le sens où on a cette idée-là que les personnes qui sont sur l'aide sociale le sont parce qu'elles ne veulent pas aller travailler, et donc il faut les forcer à faire un retour au travail. Mais ça va aussi dans l'autre sens, dans le sens où quand la ministre sort une réforme de l'aide sociale qui est autofinancée, elle vient aussi renforcer cette idée-là que notre programme d'aide sociale nous coûte cher, que notre programme d'aide sociale, on ne peut pas mettre plus d'argent dedans que ça, et que ce n'est pas un programme qui vaut la peine qu'on mette plus d'argent que ça. Et quand elle vient couper dans les subventions des personnes en disant il faut qu'ils retournent sur le marché du travail, mais on vient encore une fois renforcer les préjugés qu'a la population en disant, ben effectivement, il faut absolument qu'on remette les gens en action parce qu'ils sont là, parce qu'on leur donne trop d'argent. Donc ça, c'était l'enjeu que je voulais vraiment vous ramener au niveau de la réforme. Au niveau des préjugés, un chiffre que je trouvais important, il y a un sondage qui a été fait auprès de la population et on leur demandait tout simplement combien de pourcentage du budget du Québec, vous pensez, va vers le programme d'aide sociale. La moyenne des réponses tournait autour de 21%. Les gens pensaient que 21% du budget du Québec allait vers la réforme d'aide sociale. La réalité, c'est entre 2 et 3% du budget du Québec qui va vers notre programme d'aide sociale. C'est assez minime sur le total, mais en votant une réforme autofinancée, bien, la ministre vient encore une fois renforcer cette idée-là d'un programme qui est déjà trop coûteux, dans lequel on ne peut pas mettre plus d'argent, puis que ça coûterait trop cher aux pauvres Québécois de maintenir ce programme-là d'assistance sociale. Alors, je voulais juste vous laisser là-dessus. Je voulais vraiment qu'on se rappelle en fait que la pauvreté, c'est un problème qui est collectif, qui est le résultat de notre société néolibérale
qui est le résultat de nos inégalités au sein de notre société et que ce n'est absolument pas un manque de volonté ou un manque de capacité de la part des personnes qui subissent cette pauvreté-là. Je voulais aussi revenir sur la question du discours que je trouve quand même très importante. Des fois, pendant un temps de crise, le discours va un peu shifter. Hein? Par exemple, pendant la pandémie, on a beaucoup entendu là, de merci à nos travailleurs, par exemple, essentiels, qui travaillent dans nos épiceries, dans nos dépanneurs, à quel point ils sont importants. On a eu des merci à la télévision, à ces travailleurs-là, pour souligner leur excellent et ô combien essentiel travail, pour finalement, depuis ce temps-là, leur offrir des augmentations de salaire minimum qui sont complètement abjectes. On a eu 35 sous dans la dernière hausse du salaire minimum. C'est de les maintenir dans la pauvreté, c'est un complet non-reconnaissance de leur apport. Fait qu'on voit que rapidement, malgré des fois des shifts dans le discours pendant des périodes de crise, on revient très rapidement à l'ordre établi des choses où on oublie un peu qu'est-ce qu'on avait découvert pendant nos périodes de crise. Puis tout ça, en fait, parce que la classe dirigeante ne vient pas de la même classe que les gens populaires, que les classes populaires. Et voilà, moi j'entendais un petit peu ce matin, là, rapidement, tu sais, moi je pense qu'il faut que ça passe par les luttes. Je pense que c'est pas absurde de penser que les luttes sociales, c'est ça qui va nous permettre d'aller chercher des gains. En fait, ce que je trouve le plus absurde, c'est de penser que ces luttes sociales-là ne reviendront jamais, parce qu'on regarde dans le cycle de l'histoire, puis les luttes sociales sont toujours revenues. Il y a toujours eu un autre soulèvement, un autre mouvement social qui a vu le jour, puis je trouve ça difficile de croire que maintenant, c'est le moment où ces mouvements sociaux-là ne reviendront jamais, puis on ne sera jamais capable de repartir de mouvements sociaux de cette envergure-là. C'est comme ça qu'on a toujours été capable d'aller chercher nos gains dans nos luttes. Les femmes n'ont pas obtenu le droit de vote parce que les hommes ont voulu leur laisser. On n'a pas obtenu la journée de travail de 8 heures parce que les patrons avaient envie qu'on travaille juste 8 heures. Ça a été des luttes qui ont été faites à la sueur de nos fronts. Puis je nous invite là, à reprendre le flambeau de ces luttes-là, puis à continuer d'espérer que c'est des choses qu'on est capable de repartir. Alors voilà. Merci. Désolé. On va prendre quelques questions pour Rosalie Dupont. Bonjour, Alexandre Dumont du Centre d'intervention budgétaire et sociale de la Mauricie. J'avais une question par rapport à la conception. Moi, je me demandais s'il y avait une étude qui existait, ou donc si selon ta compréhension de la problématique, par rapport à pourquoi est-ce que le Québécois moyen a autant une conception négative de l'aide sociale. Puis là, je me dis, OK, oui, il y a la télésérie Les Bougons, des affaires comme ça qui sont arrivées, qui ont vraiment comme pimenter l'imaginatif collectif du Québécois à savoir c'est quoi l'aide sociale, mais je me dis, aujourd'hui, là, avec les luttes qui arrivent, la déstigmatisation, justement, pourquoi est-ce qu'on continue encore d'avoir une image aussi peu représentative de la réalité? C'est vraiment une bonne question. J'aurais envie de répondre, en fait, que c'est un... Tu sais, je pense qu'on a perdu un peu notre rapport de classe. En fait, les travailleurs, travailleuses, on prend aussi beaucoup notre fierté dans le fait de travailler, de participer à la société. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup aussi construit dans le sens où on souhaite aussi un peu nous faire peur avec les personnes qui sont prestataires d'aide sociale. Tu sais, dans le sens où c'est comme, travaille, trouve-toi un job, reste dans ta petite job au salaire minimum, l'aide sociale, c'est pire, puis tu veux particulièrement pas faire partie de cette gang-là. Puis je pense qu'on cible mal, en tant que personne dans le bas de l'échelle, classe moyenne, qui sont nos alliés dans nos luttes, c'est qui les personnes qui nous ressemblent en termes de classe sociale, puis c'est qui nous ressemble pas en termes de classe sociale. T'sais, on a toujours l'impression, puis ça revenait un petit peu à la même chose, là, mais qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre? Bien, quand on parle de fraude à l'aide sociale, on en entend parler, c'est incroyable à quel point les gens peuvent parler longtemps, des fraudeurs à l'aide sociale, alors qu'on sait que les fraudes à l'aide sociale, c'est ridiculement rien en termes d'investissement public, quand on sait que finalement, ben, c'est par l'évasion fiscale qu'on perd le plus de cash. C'est les riches qui sont capables de sortir le plus d'argent de notre État. Fait que je pense qu'il y a quelque chose sur lequel nous, on participe, mais il y a aussi quelque chose sur lequel ça nous est un peu imposé
pour qu'on continue à avoir ces débats-là, finalement, puis qu'on continue à mal cibler les gens à qui adresser nos revendications, peut-être. Oui, bonjour. Merci pour cette intervention-là qui était vraiment très opportune. Juste 2 commentaires. Je n'ai pas une question, mais ce que vous avez présenté au niveau de la MPC puis du 46 %, la situation est différente pour des familles avec enfants. Oui. OK? Et là où on va au-dessus de la MPC, fait que oui, cet exemple-là, il est correct pour des couples sans enfants ou des célibataires, mais la situation n'est pas du tout la même quand on a des enfants. L'autre chose que je voulais dire, puis on a Antoine Genet-Grégoire ici qui va peut-être me corriger, mais le système fiscal est très désincitatif au travail pour les gens qui veulent retourner sur le marché du travail. Et il y avait, quand on calcule les taux effectifs de taxation, ça veut dire, je vais travailler, je paye plus d'impôts, mais au-delà d'un certain seuil, je perds 3, 4, 5 crédits d'impôt. Et on avait une situation, Antoine, tu me corrigeras, il y a quelques années, puis c'est encore le cas récemment, d'une monoparentale avec 2 enfants en bas de 6 ans. Son taux marginal d'impôt était 90 %. Le taux marginal d'impôt au Québec, c'est 53,3 %. Donc, c'est le système fiscal, même si la personne joue avec les règles et tout ça, dit « OK, mais je vais gagner 1 piastre de plus, mais il va me rester 10 cents. » Fait que le système fiscal, des fois, a des aberrations comme ça qui jouent complètement vers des efforts de sortie de pauvreté. Et puis, j'étais d'accord avec vous là, pour le MPC aussi. Ce n'est pas une mesure de sortie de pauvreté du tout. Là. Non, on est mieux d'user à MFR 60. Là. Alors, merci beaucoup. Bien, merci. Effectivement, quand on utilisait ces chiffres-là, c'est vraiment pour une personne seule. Habituellement, c'est ces chiffres-là qu'on va avoir tendance à utiliser parce que c'est les personnes qui ont le moins d'autres bonifications. Fait qu'au niveau des familles, là, il y a quand même d'autres montants qui viennent s'ajouter. Dès qu'on est 2 à payer un loyer, c'est aussi quand même plus facile là, en termes financiers. Fait qu'au niveau des personnes prestataires d'aide sociale, c'est vraiment les personnes seules qui ont le plus difficile. C'est aussi d'ailleurs plus de 85-90 % des prestataires d'aide sociale qui vivent seuls parce qu'ils sont pénalisés d'être en couple. Ils sont pénalisés quand ils sont solidaires avec d'autres personnes. Puis je suis vraiment d'accord là, au niveau de le régime fiscal, mais il y a aussi l'aide sociale. Le programme d'aide sociale est extrêmement désavantageux pour une personne qui essaie de faire un retour au travail, qui peut travailler, par exemple, à temps partiel. C'est vraiment difficile pour une personne de se sortir de l'aide sociale sans tomber directement à une job qui est à temps plein 40 heures semaine, alors que c'est pas nécessairement ça que la personne est capable de donner. Fait que, effectivement. Une dernière question à l'arrière? Oui, bonjour, Sylvie Bonin de la CFESTRI. C'est plus un commentaire suite à différentes interventions aujourd'hui, puis l'intervention de M. Delorme me l'amène. M. Noël, ce matin, nous montrait que pour les familles, autant au fédéral qu'au provincial, il y a eu des gains et tout. Mais quand on parle des personnes en situation de pauvreté vulnérable, les personnes seules, c'est souvent ceux qui sont négligés. Électoralement, c'est moins populaire de parler des personnes seules que des familles et des enfants. Fait que ça, pour moi, c'est un enjeu. Puis quand on se demande les personnes les plus vulnérables en temps de crise, je pense que les personnes seules, il y a ça. Les personnes seules à l'aide sociale, bien là, c'est double, là. Tantôt, la question de qu'est-ce qui fait qu'on pense que ça nous coûte tant que ça, les programmes d'aide sociale. La Commission des droits de la personne, en lien avec la même exposition, relatait que le plus grand nombre de discriminations, on pourrait penser que c'est la race, la religion, l'orientation sexuelle, c'est la condition sociale. Les préjugés sur les personnes pauvres sont immenses. Fait que quand tu es à l'aide sociale, tu es pauvre parmi les pauvres. Fait que monter l'aide sociale, c'est aussi électoralement pas gagnant. Puis là, c'est peut-être nous qu'on a à faire comment je dirais, les gouvernements qui déjà ne se préoccupent pas beaucoup de pauvreté, en fait, jamais dans leur plateforme, bien, ils ne vont pas se lancer à faire quelque chose qui est électoralement pas gagnant s'il n'y a pas un mouvement social fort qui le réclame. Ils ne le feront pas par eux-mêmes. Là. Fait que il y a un bout qu'on a à se mobiliser pour que ça se fasse, pour ramener ça, pour le dire que l'aide sociale ne coûte pas grand-chose, que doubler l'aide sociale, ça ne ferait pas un gros impact budgétaire comparativement à d'autres choses. Fait qu'en tout cas, moi, je pense qu'il y a du travail de ce côté-là. J'avais une troisième affaire que j'étais en train d'oublier. Faut que c'est correct. Merci. Effectivement, je voulais peut-être juste rajouter quelque chose là-dessus. Tu sais, je pense que,
Sylvie vient de le dire, là, les préjugés à l'égard des personnes en cité sociale sont extrêmement présents, fait que c'est très difficile de prendre la parole sur l'espace public quand tu es une personne prestataire d'aide sociale. Et je pense qu'il y a personne qui a envie de penser au programme d'aide sociale quand elle n'est pas sur le programme d'aide sociale, parce qu'il y a personne qui a envie de penser qu'un jour, on va se retrouver à avoir besoin de ce programme-là parce qu'on va avoir vécu des choses difficiles dans nos vies. Fait que je pense que c'est un peu aussi une réponse à pourquoi ce programme-là est si mal aimé, alors qu'il s'adresse à toutes nous autres. Puis je suis sûre que si on pose la question à n'importe qui dans cette salle-là, tout le monde serait bien content de savoir qu'on a un programme d'aide sociale, parce que s'il nous arrive quelque chose, ben c'est vraiment rassurant de savoir qu'on va pas juste dans la rue comme ce qui se passe aux États-Unis parce qu'ils n'ont absolument aucun programme, là. Donc, je pense que c'est aussi à nous de se réapproprier ce programme-là puis d'arrêter de le voir comme un programme pour les prestataires d'aide sociale, mais c'est notre filet social à nous. T'sais. Ça se peut qu'on en ait besoin un jour, puis on est bien content qu'il soit là. En tout cas, moi, personnellement, je suis bien contente de savoir qu'il existe. T'sais. Si je peux me permettre 3 secondes, ça m'est revenu. En lien avec les préjugés, puis en lien avec tantôt les crises, les seules personnes qui n'ont rien eu dans la COVID, c'est les personnes en l'aide sociale. Il y a eu un montant pour les aînés, des montants pour les travailleurs, des montants pour les entreprises. Les personnes dans l'aide sociale, 0 puis une barre. Puis c'est pas parce que les ACF puis le Collectif pour un Québec sans pauvreté n'ont pas amené la question dans la place publique, là. C'est pas parce que ça a été oublié, ça a été volontairement pas fait, là, parce qu'il y avait des pressions. Incluant les personnes dans l'aide sociale qui travaillaient 1 ou 2 jours semaine, qui ont perdu ça. Il n'y avait pas de droit à PCU, mais il n'y avait pas de bonification, mais il n'y avait rien, personne. Fait que, les personnes en cité sociale, en COVID, on parlait, on a-tu aidé les plus vulnérables? Mais on en a aidé des gens vulnérables, mais les plus vulnérables, on les a 0 puis une barre aidés, là. Il y en avait aussi des dépenses de produits hygiéniques puis de livraison parce qu'ils ne pouvaient pas sortir puis tout ça, mais il n'y avait pas d'aide. Récemment, le fédéral, là, sa mesure niaiseuse là, qui voulait donner des chèques au monde puis qu'il ne l'a pas fait, bien, c'était pour les travailleurs. Puis après ça, il y a du monde qui, le NPD a dit, bien là, si vous ne le faites pas aussi pour les aînés, on ne votera pas pour. Mais il n'y a personne qui a dit, bien, si vous ne le faites pas pour les personnes pauvres comme les gens à l'aide sociale, on ne votera pas pour. C'est toujours les oubliés de tout ça. En tout cas, si on veut résoudre, on parle de finances personnelles, vulnérabilité, les crises, bien, il y a des préjugés à dépasser puis à vaincre. Là. Voilà. Absolument. Merci. Merci, Rosalie. Merci beaucoup.